s'intitule donc Anthropologie funéraire, donc elle brasse du terrain, c'est-à-dire des fouilles de nécropoles, de charniers, et aussi de la biologie, donc ce que la biologie peut apporter après à la compréhension des pratiques funéraires. Donc le terrain, c'est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que c'est au niveau du site, il faut comprendre le niveau de circulation, il faut comprendre où se situent donc les sépultures. Après, il y a l'échelle de la tombe, est-ce qu'elle est architecturée ou est-ce que c'est une simple fosse. Et puis après, il y a la fouille du squelette à proprement parler, et c'est là qu'intervient l'anthropologue, mais l'anthropologue ne peut pas se passer des données archéologiques que j'ai citées précédemment. Après avoir enregistré toutes ces données, il faut revenir en laboratoire pour les analyser et compléter par des données biologiques. Les choses sont très simples en fait sur le terrain d'une façon générale parce que c'est le lieu sur lequel on se retrouve et où on doit aboutir, si possible par le haut, à la réussite d'un projet. Et que ce soit du funéraire ou de l'habitat, pour moi, prescripteur des fouilles, je dois d'abord m'assurer que l'on va comprendre ces faits archéologiques, les replacer dans le temps et être en mesure aussi de transmettre cette information aux générations futures sous forme d'une documentation aboutie, triée et conservée durablement. Les données de terrain, tout le travail qui est effectué sur le terrain est complété par un travail au niveau des squelettes, enfin des archives biologiques elles-mêmes. Donc un travail de détermination de l'âge, détermination du sexe, un travail d'approche aussi populationnelle, donc à quoi correspond vraiment cette ponction démographique, est-elle réellement représentative de la population vivante. Donc tout ça, c'est des travaux qui sont menés après coup en laboratoire, et également aussi un travail sur l'état sanitaire de cet échantillon de population, donc un travail mené en paléopathologie qui peut faire appel éventuellement, c'est pas encore le cas, mais qui peut faire appel éventuellement à des méthodes beaucoup plus poussées que les simples méthodes d'examen macroscopique. Les deux sciences, les deux domaines, que ce soit l'archéologie, donc le culturel, et l'anthropologie, sont complémentaires, donc travaillent en interaction perpétuelle. C'est-à-dire, par exemple, sur un site funéraire, on va observer bien évidemment les pratiques, mais la biologie va également intervenir de façon complémentaire pour alimenter le discours de l'archéologue et des pratiques. Par exemple, l'estimation du sexe et de l'âge est très importante, puisqu'elle permet de savoir si la population qui est enterrée à cet endroit-là représente toute la population inhumée, ce qui est rarement le cas, enfin toute la population décédée, ce qui est rarement le cas. Elle permet de savoir si c'est une population naturelle, c'est-à-dire si tous les gens qui sont morts ont été enterrés à cet endroit-là, ou s'il y a eu une sélection donc par l'âge ou le sexe, puisque les critères sociaux malheureusement nous échappent un petit peu, puisqu'on est justement là dans le domaine du culturel. Le bioculturel, en fait, pour nous qui travaillons sur l'os, c'est plutôt d'avoir pris conscience de cela et d'essayer de réinjecter ces données comme des paramètres conditionnant en fait la constitution de cette série, et de l'examiner au regard de ces paramètres en termes de validité, de portée aussi. Est-ce que c'est simplement une documentation propre au site? Est-ce qu'on peut la valider sur un domaine un peu plus large qui est celui de la population inhumante, hein? Est-ce que ça représente en gros la petite communauté qui va mettre en terre ses propres défunts? Ou est-ce qu'on peut être un peu plus ambitieux et aller à une échelle un peu supérieure et se poser des questions justement sur les migrations de population, etc. Donc tout ça, c'est un travail maintenant qui se fait grâce à ce va-et-vient entre la donnée archéo-culturelle, justement, hein, où on a des vecteurs de culture qui sont portés par le mobilier archéologique, etc., et le squelette lui-même. Ceci dit, moi j'ai un exemple par rapport à un site néolithique que j'étudie en ce moment. Là, on est en pleine interaction culturelle, biologique. Si on prend toute la population confondue, on s'aperçoit qu'on a une population naturelle, mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'en fait, on a des sépultures multiples. J'ai un schéma ici. Ça signifie qu'il y a des individus qui ont été enterrés en même temps, enfin, dans un laps de temps très court entre les différents dépôts, et il n'y a pas 50 solutions. Soit c'est une épidémie et les gens ont été enterrés ensemble, ça peut être des traces de violence aussi, un conflit armé, quelque chose comme ça, soit on en parle au néolithique, ça peut être des sépultures d'accompagnement. Bon,
Après, ça, c'est des choses qu'il faut argumenter. Mais en tout cas, le fait d'avoir regardé donc, la distribution par âge, faire la paléodémographie et d'avoir en même temps regardé toutes les données culturelles nous ont permis peut-être d'équilibrer un petit peu les différentes hypothèses et ne pas partir dans un mauvais sens en fait. Voilà. Ensuite, la biologie, ça permet aussi d'étudier les populations en dehors du funéraire. C'est-à-dire que si vous avez un cimetière qui a été utilisé pendant 15 siècles, vous pouvez éventuellement comparer les populations du 5e, du 6e, du 7e à celles qui suivent et voir s'il y a eu une évolution en termes de biométrie, donc la forme, le format, en termes de variation anatomique, et si peut-être il y a eu un apport de population extérieure qui est venu changer un petit peu le pool génétique de la population.